Donc bonjour, une petite vidéo sur les langages de programmation, un petit panorama, voilà pour le bloc 4. C'est un des sujets qui est au programme. Donc je pense qu'on va le faire on va faire une vidéo en deux parties, au moins. Alors, je vais centrer sur trois paradigmes qui sont ceux énoncés dans le sujet, dans le programme, pardon. On pourrait en voir d'autres, je vais montrer ça de façon un peu générale, mais on ne va pas détailler, on pourra peut-être revenir plus loin, trouver des exemples en discutant. Alors, généralité, donc un langage de programmation, on donne une syntaxe, donc généralement c'est donné sous la forme d'une grammaire, donc les règles de construction qui définissent les phrases valides. Alors en général textuel, il existe des graphiques et des formels, vous pouvez les trouver dans la doc par exemple. Mais assez souvent, elle est formalisée d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que parce qu'il y a un parseur, il y a un programme qui va être capable de reconnaître si un fichier, une phrase est bien d'accord avec la syntaxe, elle respecte bien la syntaxe. Et donc ça, c'est l'aspect syntaxique. Et après, il y a la sémantique, donc le sens qu'on va conférer à ces expressions, c'est-à-dire concrètement, pour nous, ça va être les calculs dans les langages de programmation. Alors là, la sémantique est, pour la plupart des gros langages connus, on va dire, et généralistes, elle est pas formelle, mais on peut donner des sémantiques formelles au langage, par exemple, pour des petits langages ou par exemple pour des sous-ensembles de SQL ou des choses comme ça, ou même du C, voilà, pour faire de la preuve automatique ou des choses comme ça, mais de base, dans les standards, c'est plutôt en anglais. Alors pour l'évaluation, ça peut être interprété, donc là, c'est pas à pas. On lit finalement le fichier bloc par bloc et on avance et on exécute au fur et à mesure. Donc ça, c'est par exemple JavaScript dans votre navigateur, c'est un bon exemple. Ou alors compiler, vous allez faire une traduction une bonne fois pour toutes en langage machine. Donc ça, l'exemple paradigmatique, je pense, c'est le C. Donc vous avez une étape assez importante de compilation. Vous ne pouvez pas prendre un C directement, le mettre dans un shell et pouvoir interagir avec lui, c'est pas faisable. Python est un peu des deux. Alors il est quand même plutôt interprété, mais il y a une étape de compilation intermédiaire en fait, où on va générer, alors non pas du code machine, mais du code dans un langage intermédiaire. Voilà, et c'est lui qui sera exécuté et interprété. Dans tous les cas, dans ces étapes, il y a des vérifications qui sont faites. Alors bon, c'est taxique évidemment, mais on va faire des vérifications sémantiques, notamment quelque chose qui se fait, c'est le typage. Alors le typage, on peut le faire de façon statique, c'est-à-dire dans l'étape de compilation, typiquement, donc ça se fait pour certains langages, ou alors de façon dynamique. Mais vous avez plein de vérifications, bah, vous ne mangez pas des chiens et des chats dans votre programme typiquement. Alors, paradigme, quand on parle de paradigme, alors j'ai pris une définition, je sais plus où aller, bon, j'ai mis des liens, voilà. Donc j'ai pris ici le dictionnaire. Quand on voit un petit trait bleu, c'est que c'est un lien. La représentation du monde, manière de voir les choses, vision cohérente de pensée, de vision du monde qui répond sur une base définie sur un système de valeurs. Euh, en programmation, il faut se dire que c'est un cadre, voilà, un cadre de pensée, une façon de s'organiser pour exprimer le traitement. Alors c'est une question qu'on pourrait traiter en philosophie, mais ça impacte notre façon de voir les choses et du coup de concevoir le programme. Et c'est vraiment un des critères pour le choix d'un langage. Alors il y a souvent une espèce de... Vous voyez souvent des trolls sur Internet, par exemple. Ah ouais, c'est quoi le meilleur langage? Ah, ça veut un peu rien dire en fait. Faut voir quel est le problème qu'on veut résoudre avec un programme. Et là, on choisit le langage, enfin, on choisit le paradigme et le langage. Souvent un peu ensemble. Alors, des paradigmes de programmation, des façons d'organiser les programmes, de concevoir qu'est-ce que c'est que le traitement, qu'est-ce que c'est que le calcul, il y en a plein. Voilà.
il y en a vraiment plein. Donc là, j'ai mis une ébauche enfin, une taxonomie, on pourrait dire, d'un chercheur je crois que c'est à Paris 6. Donc programmation déclarative, programmation fonctionnelle, programmation impérative, et vous avez plein après de variantes sur le thème avec plus ou moins de fonctionnalités, programmation par continuation, c'est un sous-type de programmation fonctionnelle. Vous avez ici la programmation orientée objet, séquentielle, qui est présentée ici comme un cas particulier de programmation impérative. Il y en a plein. On va se concentrer sur trois qui sont les plus connus. Alors, juste deux points. Déjà, le premier, c'est que cette taxonomie n'est pas consensuelle. Là, voilà, il y a un effort pour organiser, pour structurer la chose, mais si vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir c'est structuré différemment. Les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est des termes qui sont quand même assez mous pour certains. Par exemple, langage déclaratif, c'est pas évident à définir, les gens ne sont pas forcément d'accord. Alors, il y a des choses qui sont très caractéristiques, hein. On va les identifier justement, je vais essayer d'en identifier quelques-unes, vous en montrer quelques-unes tout à l'heure sur des exemples en particulier. Mais voilà, c'est pas franc et je pense qu'il faut pas être trop dogmatique. Et un autre élément, c'est qu'en fait les langages sont très rarement purs. Surtout les langages, on va dire, récents, et en particulier les langages généralistes ou qui sont les plus connus, alors que ce soit Java, Python, Java, C++, ils sont pas monoparadigmes, ils incluent des facettes qu'ils empruntent à plusieurs, voire même des fois c'est vraiment au cœur du langage, le fait qu'on mélange deux paradigmes, qu'on en invente un peu des nouveaux parce qu'il a voilà, une caractéristique un peu particulière sur la façon dont les messages sont échangés, par exemple, ou sur la gestion de la concurrence. JavaScript, par exemple, c'est historiquement inspiré de la programmation fonctionnelle et de la programmation orientée objet, et même on pourrait dire la programmation orientée prototype. Voilà. Alors il y a quelques langages qui se veulent très purs, c'est-à-dire vraiment monoparadigme, alors je mets entre guillemets, hein, pur. Je pense le C, c'est un très bon exemple d'un programme, d'un langage impératif qui fait que ça. Et par exemple, il pourrait y avoir Haskell, qui est un langage fonctionnel où justement on a fait en sorte de pas avoir de côté impératif, d'effet de bord. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Voilà. Mais assez souvent, quand vous prenez Java ou Python, la plupart des exemples sont en Python, on trouve des trois grands traits. Donc voilà, j'ai mis dans la doc ici. Donc sur le côté impératif de Python. Donc ça en fait c'est plutôt celui que vous connaissez jusqu'à présent, celui que vous avez pu rencontrer dans les algos ou ce que vous avez fait dans les blocs 1, 2, 3. J'ai mis donc simple statement, compound statement. Ça c'est vraiment la base, c'est vraiment le substrat impératif, on pourrait dire la base. Donc vous pouvez aller, hein, c'est la doc officielle. Donc vous allez avoir expression, vous allez avoir l'affectation, très importante. Après bon, il y a on va dire des fonctionnalités un peu spécifiques à Python, hein, comme pass, qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup ailleurs. Mais voilà, et vous allez avoir après tout ce qui va être branchement, instruction conditionnelle, donc le if, le while, après des gestions d'exception, des choses un peu plus spécifiques à Python, mais voilà, la base impérative, ça va être ça, if, while, for, des affectations et des expressions, ça va être souvent ça. Pour le côté fonctionnel, donc là j'ai mis un pointeur, alors non pas sur la partie standard, mais quand même que sur docspython.org, vous allez avoir en fait tout pour faire de la programmation fonctionnelle. Peut-être j'essaierai de trouver une meilleure page. C'est-à-dire pouvoir prendre des fonctions en paramètres, les passer. On peut vraiment, Python, il y a vraiment pas mal, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et vous avez aussi un côté objet, parce que Python propose un système de classes. Donc on est en présence d'un langage où il y a vraiment les trois traits, si on se concentre sur ces trois-là qui sont les plus communs, les plus répandus.
Alors, je vais faire un petit exemple avec langage impératif. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour les langages fonctionnels, langage orienté objet. Donc ça se veut vraiment quelque chose d'introductif, et là même un peu de rappel. Donc, dans les langages impératifs, un programme, ça c'est très important, c'est un ensemble d'instructions. On va parler d'instructions. Alors on peut les organiser en fonction en procédure. On pourrait parler de programmation procédurale dans ce cas-là. Mais c'est vraiment des séquences, l'exécution du programme correspond à ces instructions, c'est le séquencement des instructions comme celle qu'on a vue en Python tout à l'heure. Une notion importante, c'est la notion de variable, qui correspond à une zone mémoire, et qu'on va pouvoir modifier, lire et modifier. Alors, les mots-clés qu'on va avoir, j'ai essayé là pour les langages, c'est de faire à chaque fois, pour les paradigmes, plutôt de faire des mots-clés et des exemples. Alors, les mots-clés qu'on va retrouver typiquement dans les langages impératifs, c'est la notion d'affectation, d'instruction, le fait qu'on manipule directement de la mémoire. On va avoir aussi les boucles. On va avoir la notion de mutabilité, bon, ça va avec la mémoire, le fait qu'on modifie, et d'effet de bord. Les fonctions, quand on parle d'une fonction en C ou dans un langage impératif, c'est pas une fonction au sens mathématique. C'est une construction dans le langage, mais par exemple, la fonction, je sais pas, date ou heure qui donne l'heure courante dans le système, c'est pas vraiment une fonction au sens mathématique. Elle prend pas de paramètres, et chaque fois que vous l'exécutez, elle envoie une nouvelle valeur. Vous voyez, c'est un peu, c'est quelque chose d'un peu différent. Les exemples, alors l'exemple pour moi paradigmatique, c'est le C. Vraiment, bon Pascal, hein, c'est pas très loin, mais celui-là est quand même beaucoup plus répandu et il a survécu depuis pas mal de dizaines d'années maintenant. Vous avez tout ce qui va être scripting, bash, et après vous avez des langages qui sont... alors ASM, c'est l'assembleur, c'est effectivement, ça c'est assez purement impératif, et après vous avez tous les langages hybrides, où il va y avoir plusieurs paradigmes, on va dire, enfin, pas hybride, c'est pas très heureux, mais où il va y avoir plusieurs paradigmes, comme Python, Java, JavaScript. Alors, usage typique, quand la description de votre programme, par exemple le pseudocode ou sa spécification, est décrite sous forme d'action à réaliser, donc d'étapes, là c'est assez naturel d'utiliser un langage impératif pour traduire justement le traitement. Et là où on va le retrouver assez souvent, alors en particulier pour le C, hein, c'est dans la programmation système. Un endroit où vous voulez de la performance et pour cela une gestion très fine de la mémoire. Ça c'est assez typique du C. Voilà, alors c'est souvent, et je pense que c'est le cas dans le DU, la présentation algorithmique qu'on vous a faite, elle utilisait des variables qu'on modifiait, qu'on remplaçait, on manipulait de la mémoire, voilà. Donc, souvent la traduction, elle peut se faire assez bien, ça dépend du niveau de finesse, de raffinement de l'algo en pseudocode, mais c'est souvent décrit dans un style impératif. Alors, on va illustrer en fait ce paradigme, et surtout le suivant pour les comparer avec un algorithme qui est l'algorithme d'Euclide, un algorithme qui permet de calculer le plus grand commun diviseur. Le PGCD, j'ai mis deux liens. Alors Wikipédia, tout le monde connaît, c'est de là que j'ai extrait ces pseudocodes. Et Rosetta Code, alors ça vous connaissez peut-être pas, mais c'est la pierre de Rosette des langages de programmation en quelque sorte. Vous avez un même problème qui est implanté, un même algorithme qui est implanté dans des dizaines, je pense même des centaines de langages de programmation. Et en particulier le PGCD, le calcul du PGCD qui étant un algorithme qu'on connaît quand même depuis plusieurs milliers d'années. C'est des centaines et des centaines d'implémentations que vous pourrez avoir, même dans un langage donné, il peut y en avoir plusieurs, parce que justement il peut y avoir plusieurs paradigmes ou des subtilités du langage, voilà, pour chercher de la perf ou des choses comme ça. Alors l'algorithme d'Euclide,
Alors, on va regarder plutôt la deuxième version. C'est, alors, pour calculer le plus grand diviseur commun, une façon, ça serait de factoriser, de décomposer les nombres a et b en facteurs premiers, en des multi-ensembles de facteurs, et ensuite de calculer l'intersection, et ça nous donne, en faisant le produit de ces éléments, ça nous donne le plus grand commun diviseur. Euh, alors, c'est pas très efficace, parce que décomposer un nombre en facteurs premiers, ça coûte un peu cher. Donc par contre c'est très proche de la définition mathématique, mais ça coûte cher algorithmiquement. Donc il y a une autre façon, donc justement qui a été trouvée par Euclide, c'est pour calculer le PGC de A et de B. En fait on remarque, c'est vraiment le lemme principal, c'est arriver à démontrer ce que j'ai à démontrer ça, c'est que le PGCD de A et de B, en fait, c'est le même que le PGCD de B et de A modulo B. Donc, on va faire la preuve, c'est pas le but ici. Mais disons que voilà, ça c'est une propriété qu'on peut prouver, et à partir de ça, ça nous donne un algo assez rapidement. Alors, le plus proche, je pense, c'est celui-là, qui est en style fonctionnel. On verra comment concrètement ça se traduit dans un langage. Il y a celui-là qui est vraiment pas loin. Donc pour calculer le PGC de A et de B, si B égale 0, on renvoie le premier, ok. Sinon, on calcule le PGCD de B et de A modulo B, donc c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de A par B. Alors cet algorithme il termine parce que chaque fois le deuxième argument il est strictement décroissant à chaque appel. A modulo B est plus petit que B, et à un moment on va finir par atteindre 0, et donc l'algorithme termine. Donc une façon de s'y prendre plutôt en récursif, c'est de faire une boucle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une variable intermédiaire qu'on va appeler t, et on va faire, tant que b n'est pas nul, on va faire en fait ce traitement qui consiste à croiser ici, faire venir ici le deuxième argument dans le premier, et à calculer le module. Donc pour A va prendre la valeur de B, et B va prendre la valeur de A mod B, et autour d'après, si B n'est pas nul, on va refaire cette opération, on va construire comme ça une séquence, petit à petit, qui va finir par arriver sur 0, et l'algorithme termine. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que ce sont deux présentations, même trois ici, présentations différentes du même algorithme, et donc qui vont s'implanter différemment dans différents langages. Alors, on va regarder en Python. Alors, vous voyez la traduction, alors là, comme on a un pseudocode très détaillé, la traduction, elle est quasi en fait immédiate. On traduit juste les mots-clés du pseudocode par les mots-clés concrets qu'on a dans Python. Donc il y a un return, c'est def pour déclarer une fonction, c'est 2 points après. Voilà, ça c'est le langage Python. On voit le parallélisme, il est direct. Alors il y aurait une version un peu plus pythoniste, je pense que c'est celle que vous trouverez sur Rosetta Code, parce qu'en fait ici notre variable t, elle sert juste à mettre b, c'est juste un intermédiaire, à mettre b dans a, et après b on lui met a%b. Donc il y a en Python, on peut utiliser cette notation. En fait finalement on est en train de dire que la paire AB, on lui donne comme valeur la paire b, a modulo b. Voilà, donc ça c'est assez pythoniste. Et enfin, la troisième version, c'est un peu plus pour rigoler, mais concrètement ça a du sens, c'est qu'en fait l'algo du PGCD il est implémenté dans les standards, il est dans maths, et donc normalement vous n'aurez pas à le réimplémenter dans le cadre d'un usage normal, et c'est ce que ferait tout développeur sensé. Alors pour l'exemple, pour voir juste en termes de syntaxe, en C, donc qui est un langage compilé. Ça c'est un commentaire, c'est si vous voulez compiler et exécuter avec le compilateur GCC. Donc vous avez, bon c'est un peu comme le import en Python, c'est le include. Vous voyez ici le parallélisme, donc là je pense qu'il est très franc.
Alors, en C, c'est pas l'indentation qui compte, ce sont les blocs, les accolades, et on est obligé de typer tous les objets dont on parle. Donc, vous vous retrouvez avec des int A, int B, int T, int BGCD, mais sinon, à ces détails de syntaxe près, vous voyez la même chose, et il y a un programme principal, le main, ici qui exécute le PGCD de 84 et de 18, en l'espèce c'est 6. Donc vous avez peut-être vous avez peut-être remarqué qu'ici il y a à chaque fois un nom de fichier, vous le trouverez sur le dépôt, et ça vous permettra de tester par vous-même. Donc ça c'est plutôt important. Pour la suite, les langages fonctionnels, je vais faire une autre petite vidéo.